Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 160 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, très simplement, nous allons parler de l'échange de Jrue Holiday à Boston. Bon, alors, où est-ce qu'on en est de cette actualité qui n'arrête pas de nous bousculer? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas été trop choqués de cet échange donc de Jrue Holiday à Boston, en tout cas moins choqué peut-être de celui-ci que de celui un peu surprise de Damian Lillard à Milwaukee qui était tombé. Et donc en effet, oui, comme d'habitude, comme la dernière fois, on va un peu bousculer notre programmation. Si vous étiez là pour entendre parler de baseball, comme on avait dit dans notre fameuse saga de crossover, ce sera pour une prochaine fois. Mais donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'échange de Jrue Holiday à Boston. Parce que c'est vrai que, mine de rien, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez un peu la chose, mais une fois que l'échange de Lillard a été fait, du côté de Milwaukee donc, on savait que Jrue Holiday ne serait pas un membre de Portland, ça a même été annoncé directement officiellement, ce qui finalement est assez rare. Et donc, c'est vrai que de suite, ça a entraîné une course au Jrue Holiday, des enchères forcément de la part d'équipes compétentes, puisque tout le monde veut Jrue Holiday, quelqu'un qui n'est pas payé si cher que ça et qui peut apporter directement pas mal de choses dans une équipe, même une équipe qui gagne. Donc les enchères étaient évidentes, c'est tombé à peine 2 jours après le trade de Lillard. Et donc voilà aujourd'hui de quoi on va parler. J'espère que ça vous plaira, que encore une fois on essaye de coller à l'actualité. D'ailleurs, puisque l'on parle de Boston, j'en profite. Je rappelle qu'on a lancé un flux secondaire dédié spécialement au format court. Donc, des mini-extraits des émissions qu'on fait d'habitude. Vous tapez le Basket Lab extrait ou alors vous cliquez sur le lien en description. Et je précise ça pourquoi? Parce que nous avons parlé il n'y a pas longtemps. Nous avons fait une émission sur la saison 2023 de Boston. Et donc, si ça vous intéresse, je vais reposter aujourd'hui même un petit extrait où l'on discute des problèmes tactiques des Celtics. Puisque c'est un peu le lien avec le sujet du jour. Vous allez voir, on va en discuter de toute cette partie création offensive et rôle de Jrue Holiday dans cette attaque. Mais donc, évidemment, on y fait référence en plus. Si vous voulez, je vais mettre en description cet extrait, je vais reposter cet extrait où on discutait dans un podcast récent de ces problématiques tactiques à propos des Boston Celtics 2023 et de l'attaque de notre ami Joe Mazzulla. Mais bref, voilà un peu pour, si ça vous intéresse, pour encore plus, évidemment, le Basket Lab extrait mini-format sur la tactique de Boston. Et donc, venons-en en fait. Aujourd'hui, nous rejoint sur le podcast un habitué, un grand habitué même, qui a la particularité d'être analyste chez QI Basket, mais aussi et surtout fan de Boston. Donc il connaît le sujet sur le bout des doigts. Aujourd'hui, nous recevons sur le podcast Azad, notre fameux Azad, Azmat la NBA sur Twitter. Et donc Azad se joint à nous pour discuter de tout ça. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du transfert de Jrue Holiday au Boston Celtics. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve encore une fois de manière improvisée. C'était pas du tout prévu, mais le trade est arrivé, le deuxième, la suite du trade de Lillard. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler du trade de Jrue Holiday. Et on reçoit un habitué, on reçoit Azad aujourd'hui. Comment ça va, Azad? Eh ben, ça va super. On revient de vacances après 3 semaines un peu calmes, donc c'est bien. On recommence directement dans le grand bain avec un petit trade à étudier. Donc c'est parfait pour une remise en forme. Je pense que c'est justement ce qu'il me fallait. T'es littéralement rentré de vacances hier soir et t'as vu le trade pour ta franchise. Exactement. Bah, j'étais sur le point d'aller à un autre match de basket en France, et au moment de rentrer dans l'enceinte, je vois ça, ils l'ont même annoncé dans l'enceinte, je me suis dit bon, ok,
ça y est, c'est parti. Et c'était un trade que je m'attendais presque, mais je pensais pas qu'il le ferait. Et du coup, Brad Stevens continue d'appuyer sur la gâchette un petit peu cet été. Donc, bon, on va pouvoir reparler de tout ça. Attends, mais t'étais dans une enceinte d'un match NBA ou d'un match de basket et ça a été annoncé au micro, Ouais. genre c'est événement mondial, quoi. Exactement. C'était du coup à Lasvel contre Monaco et ils ont annoncé dans l'avant-match, je sais pas, ouais, c'était 3/4 d'heure avant le début du match que Jrue Holiday avait été transféré à Boston. Donc oui, apparemment c'est Jrue Holiday est connu niveau mondial maintenant. Ah ouais, d'accord, ok. Eh ben, ouais, c'est un peu étonnant. Mais bon. Alors oui, pardon, Azad de Q-Basket, évidemment. Azad, Azmat l'NBA sur Twitter, que vous connaissez avec tous ses threads. Et oui, donc, Azad de Q-Basket. Les lives vont reprendre là, d'ailleurs. Et ouais, ce soir. Enfin, du coup, je sais pas quand ça sortira, mais ce soir, il y a le premier live. Il y a le premier live qui commence avec du coup Clément qui va faire l'animation. Les lives des previews, évidemment. Hein. Toute Q-Basket fait chaque jour un article de preview et vous allez doubler avec le côté Twitch pour pouvoir parler de cet article et bien plus et partager avec la communauté. Ouais. Donc voilà, on est habitué avec ces lives de Clément aka N5 qu'on connaît bien sûr sur le Basket Lab aussi, bien évidemment. Donc oui, aujourd'hui, hein, très simplement, tu as accepté cette invitation, pardon, on va parler de le programme, parler du trade de Jrue Holiday, du coup. Hein, j'aurais pu faire la blague du trade de Damian Lillard à Boston, mais non. on va parler de Jrue Holiday. Est-ce que tu connais, oui, tu dois le connaître, comment il s'appelle tu connais le karma Azat ou pas? Ouais. Je pensais pas, mais oui, ça m'est bien revenu dessus, exactement. Bon, on rigole. Le karma, c'est pas parce que Azad attendait Damian Lillard. C'est parce que tu as tweeté il y a quelques jours que tu comprenais pas l'engouement autour de Jrue Holiday. Ouais. Donc, justement, 2 jours après, il arrive chez toi, Azad, le fan de Boston, bien entendu. Ah. Mais bref, le programme, on va essayer de parler de tout ça très tranquillement, en voyant tous les aspects. Bon, Boston, Portland aussi, on verra peut-être à la fin, mais il y aura sans doute moins à dire, puisque Portland, c'est sans doute continuer d'accumuler des assets pour ensuite les revendre. Ils sont dans le business du Russell. On en parlera tout à l'heure. Mais donc, le trade de Jrue Holiday, je peux le rappeler rapidement. Donc, Boston reçoit Jrue Holiday, le meilleur ami de Azad, et Portland, en échange reçoit Rob Williams, donc le Time Lord qui quitte Boston après 5 ans, je crois. Malcolm Brogdon aussi est dans le package. Un choix du premier tour 2024 s'en va à Portland. Le choix appartient à Golden State, d'ailleurs. Tu sais comment est-ce qu'il il atterrit pourquoi est-ce que du coup c'est Portland qui a ce choix de Golden State? Pourquoi est-ce que vous l'avez à la base ou pas? Golden State, je sais plus. On n'a pas fait énormément de. Je sais pas si ça date pas de Derrick White. Non. En fait, c'était le Golden State l'a envoyé à Memphis à la base pour Iguodala. Tu sais quand ils voulaient se débarrasser d'Iguodala. 2019, je crois. Et puis ensuite, vous l'avez récupéré avec le trade de Smart. Et donc maintenant, il va partir à Portland, du coup. Et aussi un choix, cette fois de Boston 2029, non protégé. Donc ça, c'est vraiment assez lointain, mais non protégé. C'est quand même pas mal. Parce que oui, le pic pour Portland, pardon, il est protégé top 4 en 2024. Donc voilà pour la précision. Voilà pour le trade, grosso modo. Donc Rob Williams, Brogdon et 2 futurs choix du premier tour contre Jrue Holiday. Azad, première réaction. Robert Williams, je pensais pas qu'il le ferait partir. Ouais. Brogdon, c'est pas surprenant parce que bon, ils ont un peu enchaîné les déclarations un peu bizarres d'ailleurs. Les premières déclarations disaient que non, Brogdon était très investi dans le projet malgré qu'il ait dû être tradé pour les Clippers parce qu'à la base en fait c'est quand même essayé de trade Brogdon aux Clippers pour réussir à faire venir Porzingis avant que ce soit Smart qui parte aux Grizzlies. Donc il y avait tout un truc un peu flou, bizarre autour de Brogdon. Même sur les communications un petit peu du club, il était sur aucune vidéo. Donc bon, il y avait un peu quelque chose de flou là-dessus. Et on savait que si Boston voulait récupérer Jrue Holiday, il faudrait envoyer du coup Brogdon et du coup un autre salaire pour matcher. Et du coup, c'était les 2 noms qui revenaient souvent. C'était Robert Williams et Al Horford. Et du coup, en gros, il y a un peu ce truc-là de s'ils arrivaient à faire le trade, c'est parce que il y aurait du coup Brogdon qui partirait et soit Horford, soit Robert Williams, soit Brad Stevens aurait réussi à faire marcher un peu la magie, mais j'y croyais pas trop. Et du coup,
surpris que ce soit Robert Williams, mais d'un autre côté, je le voyais pas se séparer d'Al Horford avec Porzingis. Donc ça a un peu de sens pour moi de ce côté-là, mais la surprise quand même de voir partir Robert Williams avec qui avait un super contrat et qui a encore 2 ans à 11 ou 12 millions. Donc un peu surpris de voir partir Robert Williams quand même. Bah, c'est vrai que, du coup, Holiday était à 36 millions au niveau des salaires. Donc, Ouais. Brogdon était à 22 et donc il fallait rajouter quelqu'un. C'était soit Robert Williams qui était à 11, 12, 13 pour les 3 prochaines années, soit Al Horford qui est à 10 millions l'année sur les 2 prochaines années. Donc, il aurait fallu un des deux pour équilibrer les salaires, en fait, faire réaliser le trade. Donc, ça a été fait. Mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si les fans de Boston, une fois qu'il y a eu les trades de Lillard, attendaient peut-être de récupérer Holiday ou pas, l'opportunité du marché. On sait que toutes les équipes compétentes étaient un peu intéressées, notamment Miami, notamment les Sixers, notamment Golden State, peut-être même, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était plutôt insistant aussi de ce côté-là. Donc il y a un côté opportunité du marché, mais même au-delà de ça, je sais pas toi ce que t'en penses, toi le fan de Boston, il y a quand même un côté où on tourne quand même une page avec cette intersaison, il y a pas mal de noms qui sont bougés, et presque on rentre dans un nouveau cycle en fait. C'est un nouveau cycle et il y a 2 choses. Pour moi, il y a une vraie page qui se tourne de ce qu'avait construit un petit peu Danny Ainge. Donc en fait, on referme clairement cette page Danny Ainge, je trouve, du roster qu'il avait construit pour Brad Stevens. Et il y a une photo qui avait été postée hier où il y a les Kemba, Marcus Smart, Grant Williams, les Langford, enfin tout un peu cette génération là qui a complètement été disparu. Il y a Robert Williams aussi sur la photo, Semi Ojeleye. Enfin, c'était un corps qui est quand même resté jusqu'à cet été un petit peu avec Smart. Mais en fait, le départ de Smart engendre une première page qui se tourne pour un nouveau cycle, mais c'est un cycle qui paraît beaucoup plus court. Et en fait, j'en parlais avec Andrea, qui est quelqu'un qui suit les Celtics depuis pas mal de temps aussi sur Twitter, avec qui on a beaucoup échangé. Et on a un peu l'impression, quand on discutait en privé, de repartir sur un cycle avec une équipe pas forcément meilleure en plus que celle de 2022, mais avec surtout un cycle beaucoup plus court. Il y a un besoin de win now qui est beaucoup plus gros que avec le groupe d'avant, je trouve, du fait de l'âge de Horford et de Holiday, et aussi de peut-être Kristaps qui a pas une longévité incroyable parce qu'il a un corps assez fragile. Donc c'est une autre page qui se tourne, mais une page qui a l'air quand même beaucoup plus courte si on veut gagner vite, quoi. Pour toi, il y a à ce point une fenêtre de tir et de titre, d'ailleurs, littéralement, une fenêtre de tir plus courte avec cette nouvelle configuration, alors. Ouais, en fait, je comparais un petit peu le corps de l'année dernière comparé à celui de cette année. Le corps de l'année dernière, t'avais du coup White, Smart, Brogdon sur l'arrière, t'avais les Jay sur les wings, et à l'intérieur, t'avais Grant, Robert Williams et Al Horford. Du coup, t'avais un groupe de 7-8 joueurs vraiment solides, avec du jeune et du moins jeune, alors que là, tu te retrouves avec un groupe de 6 le groupe de 6 est plus fort que le groupe de 6 d'avant, entre guillemets, mais plus âgé. Holiday, il a 33 ans. Pendant les finales l'année prochaine, à Horford, il en aura 38. T'as un meilleur corps de 6 joueurs, mais je sais pas s'il est, je trouve, plus âgé, et il y a plus un risque en plus de blessures. Donc bon, je sais pas trop, mais je la trouve plus petite, la fenêtre, comparée à celle qu'on avait avant avec Grant et Robert Williams, en fait, qui permettait d'avoir un après à Horford un petit peu plus serein. Et puis même Brogdon, après Brogdon, Holiday, c'est un peu la même génération, même si Holiday a quand même 3 ans de plus. Non, mais effectivement, il y a un peu comment dire, il y a ce truc un peu bizarre de Boston a passé des années avec Danny Ainge qui était toujours à 2 doigts de faire les échanges. Finalement, Boston est passé à côté de plein d'échanges parce que ça c'est presque fait, mais finalement il l'a pas fait. Même la fameuse année 2019, la saison 2019, effectif d'une densité énorme et même trop. Et Danny Ainge n'a jamais su appuyer sur la gâchette pour faire partir. À l'époque, c'était Terry Rozier pour faire partir des Jaylen Brown qui boudait beaucoup cette année-là et qui était beaucoup moins bon, qui avait pas explosé ensuite, je veux dire. Peut-être qu'il aurait fallu un peu ou Marcus Morris ou des joueurs comme ça, mais voilà, Danny Ainge, c'est un peu sa caractéristique. Il a jamais vraiment réussi à appuyer sur la gâchette. Là, Brad Stevens, j'ai l'impression que il s'est construit en opposition à la figure du père. Tu sais, c'est tout le contraire, quoi. Ça dégaine dans tous les sens. Je sais pas si c'est bien,
pas bien. Je sais pas trop. Je sais que toi, t'étais pas hyper fan non plus de l'échange Marcus Smart Porzingis, mais c'est vrai que peut-être sans doute que ça rentre aussi en considération parce que en un sens, d'avoir joué l'idée sur le marché comme ça qui atterrit à Portland qui n'a pas du tout d'ambition sportive, c'était clair et net que c'était pour faire du Russell en fait, et continuer les retombées de l'échange de Lillard. C'est une vraie opportunité du marché. Et en effet, le timing est un peu bizarre. Et si tu prends, si tu prends si tu dézoomes, pardon, et tu prends l'intersaison en tant qu'unité en elle-même, tu te dis bon j'aurais peut-être pas forcément fait les moves, j'aurais pas forcément l'équipe que j'ai aujourd'hui, je l'aurais pas pris par rapport à celle que j'avais il y a 3 mois. Ok, mais en même temps, une fois que tu as perdu Marcus Smart en juillet dernier, et que tu as joué l'idée sur le marché, tu te dis il faut peut-être y aller quoi. C'est sûr. Pour moi, c'est un bon trade dans la logique de l'intersaison. En fait, j'aime pas l'intersaison, mais ce trade-là, je le préfère à celui de Smart et Porzingis. Et en fait, c'est une suite qui passe un petit peu quand même la pommade parce que au moins t'es allé un peu plus au bout. Et vu qu'il y avait ce doute-là autour de Brogdon qui commence à être très pesant parce que les Clippers sont refusés parce qu'il était blessé et en plus il avait pas l'air de vraiment, enfin les bruits qui laissaient comprendre qu'il avait pas vraiment envie de revenir et de jouer à Boston. Du coup, t'allais commencer une saison un peu bizarre où il te restait vraiment plus grand chose si Brogdon était soit blessé, soit avait pas vraiment envie d'être là. Ouais. Donc, t'as corrigé ce problème-là. Et ça, je trouve ça très fort parce qu'il a corrigé grâce à l'opportunité de marché qui est allé chercher Jrue Holiday, qui est un meilleur joueur que Malcolm Brogdon. Donc, au final, je préfère ce trade-là que le trade de Smart. Et je trouve c'est une bonne continuité, c'est une bonne logique. Et donc, je suis content de l'intersaison si le trade de Smart, en suivant le trade de Smart. En fait, j'aurais préféré qu'il se passe rien, mais vu qu'il y a eu le trade de Smart, je trouve que c'est un bon moyen de finir l'intersaison et de repartir sur un nouveau cycle complètement. Donc, il y a un autre truc qui me rassure avec cette volonté et cette capacité qu'il a à échanger. Je me dis, si Jaylen Brown, dans 1 an ou 2, on se rend compte que le fit est toujours pas là, je pense qu'il y aura peut-être moins ce problème à pouvoir le trade et sinon à adapter l'équipe en fait en fonction de ce qui va pas aller. Donc ça c'est quand même plutôt cool d'avoir quelqu'un qui est pas dans l'attente et qui attend pas que les choses se passent. Il a l'air d'avoir une vraie volonté, il a une vraie idée en tête de ce qu'il veut faire. Donc ça c'est quand même plutôt plaisant, même si je comprends pas toutes les décisions, au moins il en prend. Donc ça c'est cool. Oui, tu sais ce que c'est. Moi mon idée là-dessus, c'est que je pense que Brad Stevens a été tellement frustré que Danny Ainge fasse pas les moves pour lui quand il était GM. Donc maintenant, il s'est mis GM. Il a gardé Joe Mazzulla pour ensuite le virer en février et revenir coacher son effectif, du coup. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis. D'un côté, on avait un Danny Ainge qui était réticent de lâcher justement un Jaylen Brown très très jeune et pas développé pour des Paul George, pour des Kawhi, alors qu'on a vu que parfois le all-in, ça peut marcher, comme à Toronto, si tu as des circonstances. Et là, comme tu dis, c'est vrai que sur cet aspect-là, j'ai moins la crainte, ou en tout cas, je pense que si Brad Stevens, dans 1 an ou 2, se dit ça marche pas, il faut échanger Jaylen Brown, je pense qu'il aura moins de réticence à le faire, peut-être que Danny Ainge à l'époque. Ça, c'est vrai. Mais après, tu vois, c'est comme tu dis, c'est le trade, je trouve, celui-ci de trade est bon dans la temporalité, qui est ce qu'elle a été, en fait. Je suis d'accord que de base, au début de l'été, si on te dit on te propose de ne plus avoir Malcolm Brogdon, Marcus Smart et Rob Williams contre Jrue Holiday, Porzingis, tu le fais pas forcément, quoique ça peut s'argumenter, mais pour moi ça me paraît pas une évidence. Mais par contre, une fois que tu as fait ce premier trade de Porzingis et que tu as plus Smart et que Brogdon fait la tête, oui, du coup ce trade là d'aller chercher Jrue, pour moi est très bon parce que tu viens ajouter quand même un joueur intéressant, on va développer. En plus c'est une opportunité de marché qui permet, tu fais coup double pour moi parce que tu affaiblis aussi des potentiels concurrents, parce que Philadelphie était sur le coup, Miami était sur le coup, donc non seulement tu leur retires cette valeur qu'ils auraient pu ajouter, mais en plus tu la prends pour toi, donc voilà, t'as un double effet qui se coule, si on peut dire. Et en plus il y avait comme tu dis aussi ce truc où Malcolm Brogdon, quand tu l'avais échangé une première fois avant que le trade ne tombe à l'eau, mais ça avait été rendu public.
Bon, on a bien compris que c'est un peu difficile de faire un retour en arrière d'un point de vue humain. Enfin, c'est ce qui est totalement compréhensible. C'est pas que Malcolm Brogdon, c'est un boudeur ou quoi que ce soit, mais c'est un peu normal, quoi. Si Ouais, tu te ouais. fais échanger et finalement on dit ah non, en fait non. C'est comme si je sais pas, tu dis on divorce et finalement ah non, en fait on divorce pas, on reste ensemble. Ben, bon, c'est pas totalement comme avant, peut-être on peut dire. Exactement. Ah bah moi j'aime cette capacité qu'il a eu à utiliser le timing à son avantage. Alors que, Ouais. en plus, c'est marrant parce que du coup, le timing s'était pas bien passé pour le premier trade de Porzingis et il y avait ce besoin de le faire dans la nuit même pour pouvoir signer l'extension de Porzingis avant le 21 juin ou juillet, je sais plus. Donc, le timing avait été mauvais. Là, il a réussi un peu à jouer dans son sens. Et c'est vrai que d'être l'équipe à l'Est qui a récupéré Jrue Holiday, c'est une très bonne chose. Je préfère avoir Jrue Holiday à Boston que l'avoir à Miami ou à Philadelphie. Puis, en plus, le concurrent principal à l'Est, du coup, c'est Milwaukee. Et d'avoir un ancien joueur, de ton plus gros concurrent qui arrive, il y a aussi, c'est potentiellement une bonne chose, d'avoir ça. En plus, ils ont récupéré un membre du staff des Bucks aussi durant l'été du côté de Boston. Donc, si on peut prendre un peu leurs armes et mieux se préparer. Bon, tu me diras, le plan de jeu va beaucoup changer, mais dans l'idée, en tout cas, au niveau de comment l'Est fonctionne et va se débrouiller, on est plutôt content de récupérer Jrue Holiday du côté de Boston. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est est-ce que le trade s'est fait le 1er octobre? Est-ce que tu penses qu'il avait déjà reçu le nouveau playbook ou pas des Bucks? Parce qu'il y a eu changement de coach. Est-ce qu'il a eu le temps est-ce qu'il va pouvoir le donner, ce nouveau playbook? Ou alors est-ce qu'il n'avait pas encore été distribué et que la rentrée ne s'était pas faite? On sait pas. Non, mais alors, en fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui va dépendre de cet été de Boston. En fait, tout dépend de ce que va donner le pari Porzingis, sans doute. Ouais. Parce Ouais. que remplacer Smart par Jrue Holiday, in fine, bon, c'est pas scandaleux, mais ça peut s'entendre, mais c'est surtout qu'est-ce que ça va donner ce pari, parce que c'est ça qui peut déterminer si en effet l'intersaison est une réussite ou pas, évidemment. Mais autre point positif tout de même que j'avais relevé là-dessus sur cet échange, au-delà de l'opportunité de marché, c'est que mine de rien, tu arrives à choper un très bon joueur en te débarrassant entre guillemets de deux joueurs qui sont injury prone, comme on dit, sujets aux blessures et à une grosse récurrence de blessures. Brogdon, on le connaît. Moi, j'adore le joueur. Pour moi, il est titulaire NBA, calibre titulaire NBA. Mais on sait qu'il y a souvent des problèmes de blessures. Et Rob Williams aussi, moi, j'adore depuis la draft. J'étais un peu un hipster de Rob Williams, mais force est de constater qu'en 5 saisons, il n'y a une seule fois qu'il a dépassé les 1000 minutes sur la saison. L'an dernier, c'était encore une trentaine de matchs à peine, je crois. Ouais. Donc bon, il y a aussi cet aspect-là de dire peut-être que la perte, elle est entre guillemets un peu moins grande parce que tu maximises un peu le truc, quoi. Tu vas chercher un vrai joueur qui est durable, comme on dit, et tu te débarrasses entre guillemets de deux qui sont quand même sujets aux blessures. C'est aussi un bon point, mine de rien. C'est un bon point. Moi, Robert Williams, tu vois, des deux Williams, j'aurais préféré garder Grant. Bon, on a perdu les deux. Mais tu vois, j'étais plus à coût équivalent ou même plus cher, j'aurais préféré garder Grant Williams qui avait surtout à côté de Porzingis, je trouve qu'aurait eu un super profil. Donc la perte de Grant Williams me pose moins de problèmes, surtout depuis qu'on a récupéré Porzingis, parce que depuis le trade, je me pose la question et j'avais pas vraiment trouvé la réponse ou pas trouvé d'explication qui me suffisait sur comment il allait pouvoir faire jouer Porzingis et Robert Williams en même temps. Ouais. Parce que c'était ce qu'il avait annoncé dans l'interview d'après trade, l'interview de fin de saison, que le but c'était de faire jouer Porzingis à côté de Robert Williams ou d'Al Horford sur des séquences. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai regardé les minutes un petit peu de Porzingis avec Gafford aux côtés des Wizards et tout, mais ça arrivait pas souvent et c'était pas incroyable non plus en termes visuels de comment ils arrivaient à être tous les deux en défense. Et je me suis dit Robert Williams, Porzingis en même temps sur le terrain, je comprends pas comment on va y arriver. Et du coup, apparemment, Brad Stevens non plus, il a pas vraiment cherché à comprendre comment il y arriver, parce que du coup, il l'a envoyé en Portland. Donc Ouais. au final, ça répond à une problématique, enfin, en tout cas, ça enlève une problématique défensive. Je suis d'accord. Je crois que je l'avais tweeté aussi il y a quelques temps, mais ça me paraissait pas une évidence, l'identité défensive, notamment que tu pourrais construire avec les deux.
parce que Rob Williams est un protecteur de panier, mais qui a brillé en 2022 parce que il y avait des switches de partout, et donc lui aussi, on le switchait, mais sans ballon, et on le faisait rester proche du panier, et avec des switches loin de l'action, si on peut dire. Et donc, il apportait cette protection du panier dans ces systèmes-là. Là, c'est vrai qu'avec Porzingis, a priori, on n'est plus sur du switch, on va être plutôt sur du drop, du coup, donc une couverture très différente. Quelle est la place de Rob Williams dans du drop, sachant que sur le drop en lui-même, il n'est pas hyper bon, il n'est pas aussi bon, on va dire, plutôt Rob Williams. Il n'a pas le même niveau de technique et de placement, etc. Voilà, il y avait un peu de questions, et même, tu vois, même offensivement, je me pose des questions parce que, certes, il y a eu la blessure, mais même quand il n'était pas blessé, on a vu que Joe Mazzulla était quand même plutôt enclin à faire jouer Derek White en tant que 5e titulaire, notamment pour le spacing à l'époque. Donc c'est vrai que l'intérêt aussi de Porzingis, c'était d'apporter un grand qui s'est shooté. Donc a priori, le potentiel, c'est un 5-out maximal. C'est vrai que si tu mettais Rob Williams là-dedans, tu te dis quel intérêt d'avoir Porzingis. On aurait pu le remplacer par un ailier qui shoot et qui shoot mieux, ou alors qui peut faire d'autres choses, parce que voilà, si tu aurais pu tuer un peu ton spacing parfait, si je puis dire, qui a l'air d'être un élément qui tient à cœur à Joe Mazzulla, il me semble. À Joe Mazzulla et à Brad Stevens, je pense qu'ils ont un peu la même philosophie, hein. Je pense que, tu vois, quand tu dis qu'il pourrait virer Joe Mazzulla pour reprendre le poste, c'est un peu exagéré, mais d'un autre côté, je pense qu'il éduque, en tout cas, transmet sa philosophie de basket à Mazzulla, et c'est pour ça qu'il l'a gardé. C'est pour ça qu'il l'a mis comme head coach directement, et qu'il a voulu le garder. Je pense qu'il y a une vraie volonté de transmettre sa philosophie à travers Joe Mazzulla sur le terrain, et d'avoir un fil continu du GM jusqu'au terrain sur comment on veut jouer et pourquoi. Donc, en fait, c'est vrai que le trade de Porzingis était presque annonciateur d'un futur départ de Robert Williams, finalement. Oui. Sachant que, avec Al Horford, c'est pas non plus une évidence, le fit Porzingis à Al Horford, mais déjà Al Horford peut shooter tout de même. Donc tu peux un peu avoir ce rêve du 5-out, pardon. 44% l'an dernier à 3 points à Horford. On était un peu en surchauffe, mais c'est quand même quelqu'un qui est relativement respecté tout de même. Donc voilà. Bien sûr, je roule l'idée. Alors, je peux te lancer parce que tu as fait un tweet en disant mais pourquoi tout le monde s'excite quand je roule l'idée. Bon, est-ce que si je le formule de manière, tu trouves que c'est un bon joueur, mais peut-être que parfois il y a un peu d'exagération, est-ce que c'est ça, ou est-ce que vraiment tu le trouves nul? Non, j'ai vraiment plus un problème avec l'exagération qu'il peut y avoir, mais ça date en plus de même de l'époque New Orleans en fait, où je trouvais que c'était un peu exagéré, mais ça reste un bon joueur qui a beaucoup de qualité, mais c'est pas une typologie de joueur que j'apprécie énormément non plus dans un collectif, surtout offensivement, où tu vois, par exemple, il fait pas beaucoup de catch and shoot. Après, bon, c'est aussi potentiellement les tactiques de Budenholzer qui voulaient pas l'utiliser ainsi, mais il a un petit volume sur catch and shoot, là où ça va peut-être plus être nécessaire la saison prochaine. Il fait beaucoup de pull-up, donc il a des bons pourcentages sur le pull-up à 3 points, mais je sais pas à quel point c'est pas une surchauffe et à quel point il peut le maintenir. En fait, son shoot à 3 points semble bon. Depuis 3 saisons, il est autour des 40%, voire au-dessus. Et pourtant, j'y crois toujours pas à son tir à 3 points. Donc, j'espère me tromper et que qu'il va maintenir ça. C'est un joueur qui a eu pas mal d'opportunités en isolation du côté de Milwaukee. Et c'est un des pires joueurs de la ligue en isolation avec Killian Hayes. Bon, c'est en termes de points par possession, il se retrouve un peu dans les mêmes centiles que Killian Hayes, sur ceux qu'on fait au minimum sans isolation sur cette saison. Il a 0,73 points par possession sur isolation. C'est vraiment pas terrible. Oui, quand tu dis au niveau de l'efficacité, il est au niveau de Killian Hayes, ça veut tout dire, quoi, parce que malheureusement Killian Hayes c'est un niveau d'inefficacité historique depuis pas mal de temps. Donc effectivement, quand t'es au voisinage de Killian Hayes, c'est pas très bon, quoi.
C'est pas bon. Et la dernière chose, je pense que j'aime pas offensivement, et après j'arrête de me plaindre, c'est qu'il va pas énormément au cercle, alors qu'il a une Ouais. bonne réussite au cercle. Il a 69% réussite au cercle, donc pour un point de garde, c'est vraiment bon. C'est le 87e centile. Et la conséquence directe de ça, c'est que il prend pas beaucoup de fautes. Et ça, j'ai l'impression qu'avec Boston, on enchaîne un petit peu ces meneurs qui vont pas trop au Ouais. cercle et qui vont pas sur la ligne. Sauf qu'on a aussi Jalen Brown qui a un 30% d'usage et qui va sur la ligne tous les 36 du mois, donc c'est un problème d'efficacité aussi. Et en fait, on a que Tatum qui a heureusement step up là-dessus et qu'un joueur qui a cette capacité à aller chercher des points sur la ligne. Donc en fait, voilà, offensivement, j'aime pas forcément le fit, j'aime pas forcément le joueur et c'est pour ça que je suis pas emballé à fond par l'idée. Après là, j'ai noté plein de défauts, il y a plein de qualités aussi, mais c'est vrai que les défauts sont les choses qui sont venues en premier. Alors, juste pour dire, tout de même, sur les années précédentes, 2020, 21 et 22, il est plutôt autour des 1 point par possession sur isolation. Ouais. Donc plutôt quand même pas mal au niveau de l'isolation. Mhm. C'est peut-être 2023 qui est un peu une anomalie ou un manque de réussite, mais à surveiller tout de même. Mais je te rejoins sur un peu cette nuance qu'on n'est pas sur un chapeau de création et qui, quand il crée un peu, il y a certains défauts. Mais alors, justement, je peux te poser la question, quel rôle Jrue Holiday va-t-il avoir dans l'attaque de Boston alors? Bah, c'est une très bonne question. Parce que déjà, je me demande dans quel line-up il va être plugué. Surtout que en fait, il va jouer avec des créateurs qui sont pas forcément élites. Ni Jalen Brown, ni Tatum, il a progressé, White aussi, mais c'est pas forcément des initiateurs et des créateurs très forts. Donc je pense qu'il va toujours être responsabilisé offensivement. Va y avoir besoin qu'il joue aussi le rôle de connecteur, ou en tout cas qu'il le développe pour remplacer un peu ce que Smart pouvait faire. Et niveau relation avec Porzingis et avec Al Horford, j'ai pas mal d'attentes et je suis un peu rassuré de ce que j'ai vu hier dans la nuit, enfin pas dans la nuit, mais dans la soirée, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait avec Brook Lopez en termes d'action, en termes de variété, ce qu'il pouvait proposer avec Bobby Portis aussi sur du pick and pop. Et il a l'habitude quand même de jouer avec ses intérieurs qui shootent à 3 points et qui peuvent faire du spacing et qui ont des mouvements off ball. Donc j'attends pas mal de choses sur sa relation avec Al Horford et Porzingis, mais par contre dans l'écosystème avec Derrick White et Jason Tatum et Jalen Brown, j'ai du mal à visualiser comment ça va se passer. La relation avec les intérieurs, je la comprends et je suis plutôt positif là-dessus et ça m'inquiète pas trop. C'est plus la relation avec Jalen Brown en partie. En fait, les minutes de Jalen Brown et Jrue Holiday sur le terrain sans Derrick White et Tatum me font un peu peur. Oui, 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 en effet. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il part titulaire, a priori. Hein. Je Oui. pense qu'il y aura peut-être un peu plus. Je sais pas qui va être le 5e titulaire du coup. Est-ce qu'on va rester sur Derrick White qui semblait tenir la corde jusqu'ici, Derrick White, ou alors une raquette à Horford, Porzingis en plus de Jrue Holiday, Tatum et Brown. Je sais pas trop. Mais en effet, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai toujours été un peu en dessous de la moyenne sur lui. Mais parce que je trouve que la moyenne est un peu haute parfois, pour différentes raisons. Mais c'est toujours le problème et le paradoxe des joueurs tellement sous-cotés qu'ils en deviennent parfois un peu surcotés, ou vice-versa. Mais c'est toujours un peu difficile de se situer là-dessus. En plus, Jrue Holiday a aussi ce truc d'être un peu un darling des analytics, pour certaines raisons, parce que des stats un peu all-in-one les aiment bien. Ça peut s'expliquer par le fait que il partageait quand même beaucoup de minutes avec Anthony Davis dans son prime, ou Giannis Antetokounmpo dans son prime, donc ça peut aussi aider à booster les chiffres de on-off ou de on-court. Mais bref, donc si on met un peu ça mis à part, c'est vrai que j'avoue que je suis un peu plus bas que la moyenne sur ce côté création, justement. Et je trouve que c'est un créateur capable, mais je préfère tout de même l'avoir en créateur secondaire, voire tertiaire. Or là, le problème, comme tu dis, enfin problème, en tout cas la problématique, c'est que Marcus Smart avait une certaine dose de création. C'était aussi, moi, un défaut que je faisais à cette attaque de Joe Mazzulla l'an dernier, c'est que on était sur une configuration, je trouve, un peu trop simpliste. C'est-à-dire, on met du spacing, très peu de variété tactique en termes de diversité d'actions proposées ou de façon de mettre les joueurs en position.
Et c'était beaucoup juste, on fait du spacing et on laisse opérer Tatum et Brown, notamment, ou Marcus Smart aussi, mais comme si c'était un peu des joueurs héliocentriques et capables d'être des créateurs de top niveau, sans les aider plus que ça avec des écrans inversés, avec des systèmes, avec des... Voilà, il y avait un peu de simplicité tactique. Et du coup, c'est un peu là-dessus où moi, j'ai un peu de crainte, parce que je me dis, si ça, tactiquement, ça ne change pas trop, qu'est-ce qu'il en est de tu files les rênes de ton attaque à notamment Tatum et Brown, qui c'est pas forcément leur fort, je trouve, la création à haute quantité et haute qualité pour autrui de cette manière, et je roule l'idée pour lequel j'ai un peu des réticences aussi relatifs aux autres meneurs. Je sais pas toi ce que t'en penses. C'est vrai que sur la variété de l'attaque, c'était... Enfin, vous en avez parlé dans le podcast avec Robin, et il y a un autre truc qui m'a fait réaliser ça. Si j'ai regardé une vidéo Alf Court hier aussi, où il présente un peu les différents sets qu'il peut y avoir sur du 5-out. Et là où c'est vrai que bêtement, des gens qui regardent que Boston peuvent penser que le 5-out, c'est 5 personnes à l'extérieur de la raquette et un mec qui joue en isolation du spacing et qui voit les décalages que ça peut créer. Alors qu'en réalité, tu as énormément de possibilités différentes sur du 5-out et de moyens de créer des espaces et des décalages par des écrans, par des end-off, par des staggers et toutes ces choses-là. Et donc le 5-out, c'est pas juste des mecs derrière une ligne à 3 points et un mec qui essaye de créer pour les autres ou pour lui-même. Donc c'est là où on va pouvoir l'attendre un petit peu, Joe Mazzulla. Et moi, ce qui me rassure peut-être un peu, c'est qu'on a une peut-être plus grosse variété de joueurs avec en fait l'ajout de Porzingis pour faire du 5-out. Là où quand l'année dernière on faisait du 5-out, c'était du coup avec White, Smart, les deux Jay et Horford. Là, on va pouvoir faire du 5-out avec un Porzingis et Horford comme grand, et peut-être utiliser un peu plus les écrans ou peut-être plus l'avantage de taille de Porzingis pour faire du faux 5-out, donc avec un joueur au poste et 4 joueurs sur les extérieurs, et voir comment ça peut générer de l'attaque. Donc je pense que ça va continuer à être du 5-out. J'espère juste qu'il va y avoir plus de variété de coaching et plus de création en fait par le coaching et par la tactique, parce que c'est toujours, en fait, on n'a pas ajouté de création offensive en termes de talent. On a ajouté de la variété dans les skills et dans les joueurs, mais on n'a pas rajouté de la création offensive autant que telle d'individus, quoi. Donc pour moi, il a différentes cartes dans les mains pour faire du 5-out, mais ça va rester, en fait, on a toujours besoin d'un step-up de coaching pour pouvoir avoir une attaque qui va marcher en saison régulière, mais surtout en play-off. Parce qu'en saison régulière, je m'inquiète vraiment pas trop. C'est plus dans des sets de play-off où si c'est encore pour bloquer contre une zone, ça va être frustrant et tu vas te dire tout ça pour ça, quoi. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est à la limite, mais la critique revient aussi beaucoup de oui, mais Boston prend quasiment la moitié de ses tirs à 3 points. Ça marche pas de tenter que des 3 points ou de prendre trop de 3 points. Ça marche pas, ça suffit pas. Pour moi, le problème, c'est pas de tirer beaucoup de 3 points. Pour moi, c'est le problème, c'est une fois que tu établis ton spacing, qu'est-ce que tu y fais dedans? Effectivement, alors c'est quelque chose qu'on avait développé dans les stats de la saison sur Boston. Si vous voulez, vous allez dans le flux secondaire du Basket Lab et je reposterai l'extrait pour aujourd'hui, pour vous, de ce qu'on avait dit sur le truc tactique. Donc ça dure 10-15 minutes. Mais en effet, il y a ce truc où tu peux faire plus, en fait. En plus, tu as des intérieurs un peu passeurs comme Al Horford et Porzingis qui parfois peut le faire, donc ça peut marcher. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime plutôt pas mal en création, mais pas non plus des masses. Et donc, plus tu vas augmenter le curseur de volume, de responsabilité et de charge de création, plus tu vas arriver sur ses défauts qui sont quand même pas mal de turnover. La prise de décision, elle est pas tout le temps géniale. Et même sur son propre registre de scoring, c'est quelqu'un qui est bon sur les longs tirs à 2 points, mais qui a un peu toujours tendance à se reposer dessus. Donc voilà, plus tu augmentes en fait ce volume de responsabilité de Jrue Holiday à la création, et plus tu vas le mettre un peu en avant dans ton système, plus les résultats peuvent être pas mal, mais aussi avec un lot de défauts en fait. Ouais, clairement, il y a un lot de défauts. Et moi, ce qui m'interroge un peu, enfin, ce qui me fait plutôt sourire même, parce que je comprends la question, mais des gens qui disent que
avoir le Jrue Holiday à la place de Smart offensivement, il va y avoir beaucoup moins d'erreurs, ça va être un énorme step-up. Je suis pas convaincu parce que dans le rôle qu'avait Smart, il y avait des choses très bien que Jrue Holiday, enfin, tu vois, sur des écrans par exemple, être capable de faire des écrans et de jouer un peu ce rôle de connecteur, d'apporter du spacing par du catch and shoot. Ça, je le vois beaucoup moins chez Jrue Holiday, qui fait aussi beaucoup d'erreurs et qui a un régime de shoot qui est pas toujours, qui est pas très, enfin, moi, que j'aime pas forcément, avec beaucoup de pull-up du mi-distance, pas assez au cercle et pas assez sur la ligne des lancers. Donc, au moins, il y a pas le même volume, quoi. Smart, c'était peut-être pas un joueur capable d'assumer le volume de Jrue Holiday, mais du coup, il le faisait pas et il faisait d'autres choses très, très bien. Et même à la passe, enfin, après, c'est des conversations parfois qui n'ont pas vraiment de sens, mais quand on m'explique que Jrue Holiday, il est à 7 passes décisives et du coup que c'est un meilleur passeur que Marcus Smart parce qu'il tourne autour de 4-5 en carrière, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut regarder la chose. En termes de volume comparé à la passe, Smart est bien meilleur. Et en plus, en termes de variété de passes, de création à la passe et juste de capacité, Smart est un bien meilleur passeur. Donc, je pense que peut-être qu'on s'en rendra compte a posteriori, en fait, de Smart, qu'est-ce qu'il a apporté et à Boston. Et aussi, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on va avoir une meilleure attaque pour d'autres côtés parce que Smart prenait 5 catch and shoot par match, mais en fait, il tirait à 32% sur les catch and shoot. Donc, c'est pas non plus très, très bien en termes d'options. Mais au moins, il les prenait. Donc, en fait, c'est quand même deux profils très différents. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez drôle d'avoir ce running gag. Enfin, c'est pas un running gag, mais d'avoir ce truc que les gens arrêtent pas de dire, vous avez perdu Smart, mais vous avez récupéré Jrue Holiday. C'est la même chose en mieux. En vrai, que ce soit défensivement ou offensivement, genre, je comprends l'idée qu'on puisse penser que c'est pareil, mais ça l'est pas, en fait. Enfin, pour moi, c'est deux joueurs qui sont foncièrement différents. Disons que pour moi, Smart, c'était un peu l'extrême dans le côté déchet, en fait. C'est-à-dire que sans doute un peu meilleur parfois en termes de créativité ou de fluidification du jeu, de parfois sortir certaines passes un peu de nulle part. J'ai l'impression que ça arrive un peu plus souvent à Smart que à Jrue Holiday, mais avec aussi un côté où Smart avait encore plus de déchets de turnover, encore plus de mauvais choix de tir ou de trucs comme ça. Donc à quel point est-ce que la balance est équilibrée ou pas, je sais pas, mais tu vois, c'est pas non plus comme si Jrue Holiday était plus sobre, moins créatif, plus sobre, plus académique, mais en même temps beaucoup plus propre. Je trouve que non, en fait. Il est quand même à plus de 13% de turnover, qui est quand même assez énorme, et surtout d'autant plus énorme pour quelqu'un qui, justement, est assez académique dans sa prise de décision et dans sa prise de risque. Donc c'est là-dessus où ça peut aussi être mis que... Voilà, le cas de Smart, c'est un peu les deux extrêmes, on va dire. Mais en même temps, Jrue Holiday est très cadré, très sobre dans sa manière de jouer, mais avec aussi des déchets de turnover, avec aussi un profil scoring pas si intéressant que ça, et surtout en termes de play-off, il me semble que c'est... alors j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il y a quand même une récurrence qu'en play-off, le profil de tir devient plus compliqué, l'efficacité, elle chute. Oui, d'accord, depuis 3 ans, c'est cata, même 4 ans. C'est vraiment très très compliqué en play-off. Ah oui, carrément. Oh, oui, effectivement, il passe de 1,2 points par tir à 0,9, il passe de 1,18 à 0,93, et l'an dernier, il passe de 1,17 points par tir à 1,0 tout pile. Ouais, et à chaque fois, c'est autour du 5e, 15e, 12e centile à peine, donc à peine mieux que 10% des joueurs à son poste. Ouais. Voilà, donc il y a ce côté où je pense qu'il y a d'autres attraits à son profil, mais c'est vrai que sur le côté création pure, moi, j'avoue que j'aurais plutôt rêvé de voir un vrai créateur de premier ordre, on va dire, à côté de Tatum et Brown, un peu pour justement les libérer de cette responsabilité sur laquelle Tatum est plutôt pas mal, mais c'est pas sa nature, quoi. C'est pas un manipulateur de défense sur pick and roll. C'est pas quelqu'un qui naturellement va faire énormément de drive and kick avec créativité, volume, etc. Et d'ailleurs, on l'a bien précisé dans le podcast avec Baptiste sur le trade de Lillard. Pourquoi Milwaukee fait aussi ce trade ? Parce que, Lillard est un meilleur joueur, mais parce que ça vient aussi régler des problèmes de créativité et que, un domaine où justement Jrue Holiday était un peu limité en termes de cette créativité de passing. Et le fameux jeu à deux avec Antetokounmpo, totalement inexploité, ce fameux pick and roll à deux. Donc voilà, ça c'est pour un peu peut-être les nuances, mais on verra comment ça va évoluer. Mais par contre, c'est vrai que
il y a peut-être un peu plus de diversité possible parce que c'est un meilleur shooter à 3 points au niveau du spacing. Et même, tu peux imaginer que si on a un peu plus de systèmes intéressants, tu peux même imaginer des pick and roll entre petits, entre Jalen Brown et Jrue Holiday, entre Tatum et Jrue Holiday, etc. Donc, ça peut aussi... Enfin, on a quand même un profil intéressant, à défaut de génial, mais très intéressant de un porteur de balle qui est un créateur secondaire ou tertiaire de bon niveau, avec du spacing. Et c'est vrai que ça, c'est l'aspect où peut-être Marcus Smart était un peu moins respecté, c'était sur le côté spacing. Donc au final, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est le seul truc un petit peu moi qui m'inquiète sur son 3 points, c'est son 3 points en playoff. Et en fait, le spacing de Smart, il en prenait tellement qu'il était quand même respecté. Et alors que je roule l'idée, j'ai peur que si, tu vois, ça nous fasse un peu comme Derrick White avait connu l'année où on va en finale. Donc, pas cette année-là, l'année d'avant où ça finit contre Golden State. Derrick White était pas assez en confiance pour prendre ses shoots et était pas respecté. Là où Smart, en fait, il avait cette capacité à déconnecter et à continuer à prendre ses 3 points, ce qui forçait les défenses quand même à aller le chercher. Et je roule l'idée sur les dernières playoffs, du coup, donc sur des assez gros volumes à part en 2000, enfin à part cette année, c'est 30%, 33% et 30% à 3 points. Donc en fait, c'est 10% en dessous de ce qu'il fait en saison régulière. C'est peut-être du hasard, c'est potentiellement du hasard, mais il y a besoin en tout cas que même s'il est à 30%, il continue à les prendre pour garantir un petit peu le spacing. Et là où Smart, je sais qu'il aurait continué à prendre des 3 points même s'il était à 20%, j'ai un peu peur qu'avec un duo White-Holiday, tu vois, ils aient pas cette capacité à les prendre et que ça permette pas ce spacing-là. Donc je suis un peu curieux de voir comment ça va se passer. Et c'est vrai que tu parlais des pick and roll entre petits. J'ai regardé un petit peu, du coup, je me suis mis des séquences de passes un petit peu de Jrue Holiday hier aussi. Et faut que ce soit, oui, c'est assez académique, quoi. Enfin, entre ce que pouvait offrir en diversité de passes Smart, c'est plus du tout pareil. Donc il faudra vraiment qu'il y ait beaucoup de répétitions. Et là, il arrive au moment du training camp. Donc mais il va falloir faire beaucoup de répétitions pour arriver à trouver des bons automatismes, parce que c'est pas un joueur qui va être capable d'improviser beaucoup à la passe sur des actions. Donc voilà, va falloir vraiment bien bosser là-dessus. Mais ce qui n'est pas du tout une critique de Jrue Holiday. Pour moi, Jrue Holiday est qui il est. C'est vraiment un créateur secondaire ou tertiaire, comme on dit. C'est juste que dans ce contexte-là de Boston, si tu t'attends à ce qu'il y ait un vrai step-up de création, pour moi, je le vois pas. Mais en effet, il peut y avoir... ça reste quand même un profil donc qui peut tout de même faire, qui a du spacing, surtout, ça c'est intéressant. Et l'autre aspect qui pour moi est très très intéressant, pourquoi c'est un excellent coup, c'est pour la défense, évidemment. Je pense qu'on n'est pas du tout pas totalement sur le même registre de défenseur que Marcus Smart, qui avait un volume sans ballon plus important pour moi, une plus grande diversité de rôles qu'il pouvait prendre, un peu plus de protection du panier, un peu plus de les switch off ball, etc. Vraiment, Marcus Smart est un peu une anomalie sur le poste de arrière meneur en termes de polyvalence défensive et de volume off ball. Mais par contre, Jrue Holiday, excellent défenseur sur l'homme et surtout habitué depuis des années à faire des systèmes en drop. Et pour moi, c'est là-dessus que le fit est excellent, parce que tu vas chercher quelqu'un qui peut créer de l'attaque balle en main, qui peut jouer sans ballon, sans doute plus que Marcus Smart, et qui surtout est un excellent défenseur de drop de par ce fameux, ce qu'on appelle le rear view contest, donc le contest par derrière, dans le rétroviseur littéralement. C'est-à-dire que sur le fameux drop, l'intérieur reste bas, et l'extérieur doit le plus rapidement possible traverser l'écran pour contester par derrière ou trois quarts ou le plus possible, parce que l'intérieur justement reste bas pour protéger le panier, mais donc il offre un espace. Et donc l'importance de Jrue Holiday dans les schémas de Milwaukee, elle était là aussi. C'était le fait que le tir, Brook Lopez restait bas, l'adversaire avait un tir ouvert, mais pas totalement, parce que tu avais quand même toujours Jrue Holiday qui revenait par derrière pour contester le plus possible. Et là, c'est vrai que le fit est aussi très bon, parce qu'on aborde sans doute un cycle où on abandonne un peu le switch all et on va sur des systèmes défensifs en drop. Et là-dessus, c'est vrai, ça va beaucoup aider Porzingis qui fait du drop si t'as un premier rideau qui s'appelle Jrue Holiday et qui est habitué à faire ça depuis X années, quoi. Ouais, c'est exactement ce que je me disais hier en regardant même rien que l'attaque, le fit Porzingis Holiday, je pense qu'il est bon, et c'est là aussi où ce trade,
tu vois, on parlait de pourquoi ce trade est intéressant dans la timeline de l'été suite au trade de Porzingis. Je pense que le fit avec Porzingis c'est bon offensivement et défensivement aussi. Donc il y a beaucoup de bonnes choses, hein. Bon, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à critiquer hier parce que j'aime bien, je pense que je suis un peu aigri au fond de moi et que j'avais besoin de faire remonter un peu ce qui me gêne, mais je suis bien conscient de tout ce que ça apporte et de toute la positivité qu'apporte ce trade aussi. Je pense qu'on en a bien parlé, hein. Mais c'est vrai que le fit avec Porzingis me plaît beaucoup. Et c'est là où tu te dis, même avec Horford qui fait un peu plus de drop qu'avant, on a vu pendant les playoffs que il en faisait un peu plus, parce que il vieillit quand même, Pépère. Et du coup, non, c'est vrai que j'aime bien ce fit-là défensivement. J'aime beaucoup, même à côté de White, d'avoir une ligne d'arrière qui est capable de naviguer aussi bien les écrans. C'est fantastique. En plus, on a quand même aussi Jason Tatum qui est un des meilleurs two-way players de la ligue. Donc défensivement, c'est le lapsus révélateur. j'ai même pas fait exprès pour le coup. Mais ouais, défensivement, je suis content. C'est vraiment offensivement que cette équipe me pose plus de questions depuis ce trade, alors qu'avant c'était l'inverse. Du coup, quand on avait encore Robert Williams, mais c'était plus défensivement, je savais pas trop où ça allait. Là maintenant, c'est offensivement, je sais pas trop où ça va aller aussi. Curieux de voir aussi peut-être avec Sam Hauser ce que ça va pouvoir donner, par exemple. Vu que lui, il a beaucoup joué avec des gâchettes un petit peu aussi du côté de Milwaukee, qui faisait un peu que du catch and shoot comme Pat Connaughton. Du coup, voilà. Non, j'ai quand même des choses positives qui ressortent de ce trade. Et il y a quelque chose aussi qui est l'ordre un peu de l'imaginaire et on verra ce que ça donne. Mais si ça clique bien, ça peut être vraiment très impressionnant. Si ça clique bien et qu'il y a une vraie progression aussi au terme de coaching et qu'il n'y a pas de blessure, on peut avoir une très très bonne équipe et un corps de 6 joueurs sur la peut-être dernière concession compétitive un petit peu d'Al Horford. Ça peut, si ça clique bien et qu'il n'y a pas de blessure, je pense qu'il y a un plafond qui est quand même très élevé, mais il y a un plafond qui est, en fait, il y a une espèce de, c'est assez large en fait de ce niveau du top 6 en fonction des blessures et du fit et de comment ça clique, d'où ça peut aller. Mais ça peut aller très haut pour moi quand même. Oui. Si ça clique bien. Si vous gagnez 16 matchs de playoff, vous aurez peut-être le titre. On verra. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais si vous gagnez les 4 matchs en finale, peut-être que vous aurez le titre. non, mais comment dire, moi, on en avait parlé avec Robin, donc on avait fait un épisode spécial, les stats de la saison, pour faire un peu le bilan de la saison 2023 de Boston. On l'a sorti il n'y a pas longtemps, donc si ça vous intéresse, c'est encore d'actualité, comme dit. Mais on discutait avec Robin et moi, on était d'accord sur le fait que pour moi, la perte de Smart, donc avant cet échange de Jrue Holiday, mais la perte de Smart, pour moi, elle était surtout défensive. Clairement, parce que en attaque, Smart, c'est quelqu'un qui a du déchet, comme on l'a dit, en termes de déchets, de turnover, mais aussi de déchets, de perte de valeur au niveau de l'efficacité, et que la perte était surtout pour moi défensive. Parce qu'entre Derek White et Brogdon, tu peux arriver à refaire des trucs offensivement, et tu pouvais arriver à recréer des trucs peut-être pas égal, mais similaire à l'apport offensif de porteur de balle qu'avait Marcus Smart. Donc, il y avait cet aspect-là, et que la perte était vraiment défensive. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que, l'arrivée de Jrue Holiday, ça fait que la perte défensive de Smart est quand même compensée assez largement, à mon avis. Et comme on dit en plus avec cette historique c'est un excellent défenseur de pick and roll dans ses schémas de drop, de traverser l'écran pour vite revenir, sachant que donc tu mets ensemble Jrue Holiday et Derek White, je pense qu'on a peut-être 2 des 5, des 10 meilleurs navigateurs d'écran défensifs de NBA, peut-être. Il doit y avoir aussi du Alex Caruso, il doit y avoir des joueurs comme ça, mais on a vraiment, voilà, c'est la bonne configuration pour se lancer et faire du drop. C'est que tu as des premiers rideaux qui sont très solides, donc ça, c'est bien. Tu as le fait aussi que quand tu vas vouloir, peut-être sans Porzingis, basculer parfois sur des séquences de switch, Jrue Holiday est parfait et sans doute beaucoup mieux que n'aurait pu l'être Malcolm Brogdon, qui est plus un défenseur du point d'attaque. Là, Jrue Holiday, pour switcher sur des postes 2, 3, même des 4, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est aussi une des forces de Jrue Holiday, c'est un côté défenseur sur l'homme. Il est tellement épais, tellement costaud et assez grand, assez long, donc ça peut passer en termes de polyvalence si tu veux rebasculer parfois sur des systèmes en switch. Donc, il y a ça et tout ça pour dire qu'en effet, avant cet échange, pour moi, la perte de Smart était surtout défensive. Là, Jrue Holiday vient combler ça totalement. Et en plus, c'est un scoreur qui est efficace.
On l'a dit, hein, il y a parfois des petites des chutes d'efficacité en playoff quand le volume augmente, et j'espère que le volume ne va pas trop augmenter à Boston, justement. Peut-être qu'on pourra discuter du rôle, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, ça fait 3 ans c'est un scoreur plus efficace que la moyenne, notamment, par exemple. Là où Marcus Smart, il était à moins de 10%, quasiment. 10% moins efficace que la moyenne. Enfin, un niveau d'inefficacité qui était très, très important et qui faisait forcément fuir... il y avait une fuite de valeur qui était non négligeable pour moi. Là, tu arrives avec un Jrue Holiday qui, défensivement, est quand même, peut-être pas la même chose, mais très, très, très solide. Et en plus, avec une viabilité offensive un peu plus intéressante aussi. Donc, honnêtement, non, pour moi, c'est un excellent trade, comme on l'a dit, dans la temporalité qui est celle qu'elle est. Après, la question, pour moi, c'est est-ce que Tatum va pouvoir prendre plus de responsabilités, et est-ce qu'on va pouvoir garder un peu le curseur de Jrue Holiday en tant que créateur tertiaire plutôt que primaire? Pour moi, c'est un peu la question. Tu le mettrais où, toi, dans la hiérarchie des créateurs à Boston? C'est dans l'idée que toi, t'aimerais... En tout cas, toi, tu le mettrais où dans cette hiérarchie-là si t'étais à la place de Joe Mazzulla et que tu devais décider de ça? Je pense qu'il est un peu troisième de facto. Je pense que ça va rester avec Tatum et Brown devant. Je sais pas, tu vois, moi, je me posais la question par rapport à Derrick White. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Derrick White. Ouais. je pense qu'il aura plus de volume que Derrick White, mais je peux me tromper, mais je pense, ouais. Je pense que Derrick White va quand même être de plus en plus responsabilisé aussi. Mais c'est vrai que on peut voir que, par exemple, Brogdon avait beaucoup de minutes avec le banc. Et en fait, c'est un peu ces minutes-là aussi, je me demande à qui ils vont refiler la création. Parce que du coup, Brogdon assurait quand même quelque chose de plutôt correct en termes de sixième homme. Et même si j'aime pas trop le terme de sixième homme de l'année et tout, mais le fait d'avoir un scoreur, en tout cas un attaquant comme Malcolm Brogdon en sortie de banc, ça avait quand même un aspect assez positif parce qu'il drivait beaucoup, il avait un très bon pull-up, il était aussi à plus de 40% l'année dernière à 3 points. Là où du coup, ça me pose un peu plus de questions sur qui va pouvoir jouer ce rôle-là sur ces minutes-là en saison régulière et même en play-off. Parce que du coup, il y a plus Brogdon qui passait derrière White et Smart en termes de minutes, mais qui avait un plus gros usage. Oui. Et du coup, je me demande un petit peu comment ça va être rebalancé, parce qu'en fait, tu passes de White, Smart et Brogdon à juste White et Holiday, et Peyton Pritchard, je sais pas s'il va jouer. Apparemment, il avait envie de partir, il doit être dégoûté, tout le monde est parti sauf lui. Mais du coup, ouais, voir un petit peu comment ça va se goupiller, parce que c'est quelque chose qui me pose un peu question sur la capacité à aller du coup driver et créer ces points-là avec le banc, parce que du coup, il y a forcément un de ces deux-là ou un de ces trois-là avec Jaylen Brown qui va être le créateur primaire sur des moments où il n'y a pas Jason Tatum. En fait, c'est plus ça qui me gêne. L'année dernière, quand il n'y avait pas Tatum, c'est bizarre un peu comme phrase, mais quand il y avait pas Tatum, c'est Brogdon qui récupérait beaucoup le usage, ou même Smart qui pouvait jouer un peu plus le rôle de meneur gestionnaire entre guillemets. Là, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, les minutes sans Tatum m'inquiètent un peu, comme je dis tout à l'heure. En fait, c'est ces minutes où il y aura Jrue et Jalen sur le terrain. Je suis pas convaincu à qui j'ai envie de plus donner le ballon, quoi, en termes de créateur principal, primaire. Tu veux dire que quand il y aura pas Tatum, tu te diras purée. Exactement. Non, blague à part, c'est vrai qu'il y a sur cet aspect-là, c'est aussi un défaut de cet échange pour moi, c'est que déjà, on a parlé de l'attaque qui est assez simpliste, je trouve, et pas assez diversifiée. Il y a cet aspect-là que j'avais retenu sur l'attaque. Il y avait un autre défaut pour moi qui était la pression au panier, qui était pas assez forte, mais parce que c'était aussi logique du point de vue des profils, parce que Tatum, il s'est amélioré, mais c'est pas non plus un driver d'élite à la Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander ou Ja Morant, etc.
Brown, pas trop non plus en termes de drive. Marcus Smart, c'est plutôt un distributeur, mais pas forcément sur l'impact de drive. Derek White, pas trop non plus. Celui qui l'était le plus, c'était peut-être Malcolm Brogdon, mais qui n'avait pas non plus une place dans la hiérarchie qui était si grande que ça. Et de l'autre côté, pression au panier, ça peut se faire par drive, mais ça peut se faire aussi par de la verticalité au panier, par du catch and finish, par des alley-oops, etc. Et là-dessus, c'est vrai que pour moi, d'ailleurs Boston l'an dernier, 25e sur 30 en termes de fréquence de tir au panier, donc très 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 bas, sachant que les tirs au panier sont les tirs les plus rentables du basket, ou quasiment, parce que les plus, c'est les lancers francs, mais quand est-ce que tu as des lancers francs? En général, c'est quand tu vas au panier. Donc voilà, il y avait un côté où pour moi, une des faiblesses de cette attaque, c'était le fait que ça tournait pas mal, il y avait beaucoup de shot making, mais il n'y avait pas ce palier supplémentaire parce qu'il n'y avait pas tout le temps beaucoup de pression au panier. Le fait est que notre ami Jrue Holiday, n'est pas non plus un driver, comme tu l'as dit. C'est quelqu'un qui est dans la moyenne au niveau de l'efficacité sur des drives. J'ai noté à 21e sur 48, parmi les 48 joueurs NBA qui faisaient plus de 10 drives par match, plus de 10 drives par match en 2023. Donc niveau de la moyenne, avec très très peu de lancers francs, et donc pas vraiment un driver, hein, ça c'est clair. Mais surtout, vous avez perdu Robert Williams aussi, qui était un peu la seule menace verticale de cet effectif. Là, les intérieurs, c'est Porzingis et Al Horford, qui vont plutôt être là pour du spacing et qui n'ont pas trop l'explosivité. Al Horford parce qu'il est vieux et que ça n'a jamais été son jeu. Porzingis parce qu'il est blessé, parce que de toute façon, tu le vois à 3 points. C'est peut-être une de mes craintes. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais il y a ce côté où on n'a toujours pas de gros drivers dans cet effectif. À voir si Tatum peut combler, mais on n'a pas de gros driver. Et en plus, on a perdu notre seule cible de verticalité. Ça m'inquiète un tout petit peu, en tout cas. Je pense qu'avec Horford et Porzingis, on a peut-être deux des intérieurs qui vont le moins au panier. Ouais. Porzingis, il a une fréquence au panier de 24%, donc c'est le 10e centile. Et Al Horford, c'est 17%, donc c'est le 5e centile. C'est juste presque inexistant comparé au reste de la ligue pour des intérieurs. Et il n'y a pas vraiment de menace verticale, à part si peut-être Porzingis, ils vont arriver à plus l'utiliser comme ça, mais j'en doute. Et donc, il y a vraiment un besoin, en fait, que Jason Tatum et Jaylen Brown, parce qu'on est encore en droit d'espérer qu'il progresse, parce que Jaylen Brown a progressé chaque saison, ou cette année, il a vraiment plafonné, je trouve, par rapport aux saisons précédentes, mais jusque maintenant, il était dans la progression. Là, il va y avoir besoin que ce soit eux cale le plus au cercle, parce que sinon, j'ai vraiment du mal à voir qui va le faire. C'est clairement pas Sam Hauser qui va pouvoir offrir ça. White, potentiellement, s'il arrive un petit peu à progresser là-dessus. Mais l'année dernière, c'est clairement une de nos faiblesses, et ça va potentiellement continuer à l'être, à part si c'est pas par de l'individuel, mais si c'est par du coaching qu'ils arrivent à créer de la pression sur le cercle. Et il y a aussi quelque chose, moi, que j'avais un petit peu remarqué dans tous ces échanges qu'il y a eu cet été, c'est que ils ont gardé Luke Kornet. Et je me demande s'il va pas avoir un rôle peut-être un peu plus présent, en tout cas sur la saison prochaine. Et lui, c'était par exemple, tu vois, celui qui allait le plus au cercle l'année dernière du côté de Boston en termes de volume. Bon, après, il sait pas faire grand-chose d'autre, quoi. Mais je me demande à quel point ils vont aussi vouloir l'utiliser pour deux choses, parce que du coup, il apporte ça. Défensivement, c'est pas une tanche. Il peut proposer du drop. Je pense potentiellement, ils l'ont utilisé pas mal aussi pour gêner. J'ai quelques séquences, je crois que c'était avec Anthony Davis aussi, où il avait pas mal été utilisé pour ça. Et en plus, il va y avoir besoin que Kornet y joue, tout simplement, parce que en fait, Horford a 38 ans et que Porzingis, il va forcément louper son lot de matchs aussi cette saison. Et Blake Griffin, de toute façon, ils l'ont pas signé, mais même s'il le re-signe pour faire un peu d'humanitaire, il va pas pouvoir énormément jouer. Donc je pense que Luke Kornet aura un rôle à jouer, en fait, la saison prochaine, surtout encore plus avec le départ de Robert Williams. Avant son départ, je me doutais que Kornet allait avoir un rôle. Là, avec ce départ, je me dis on va avoir du Kornet, et pas seulement pour du garbage time. Oui. Non, mais en plus, on sait qu'il peut être clutch, Luke Kornet, parce qu'il a de la glace dans les veines. Kornet glace, pardon.
Bon, ça fait trop de jeux de mots là. Faut arrêter, il faut arrêter. On coupe. Non, mais on coupe. Non, blague à part, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas une présence au panier suffisamment dynamique pour moi, Luke Cornet. C'est pas de la verticalité dynamique qui va vraiment mettre de la pression sur le panier. C'est là-dessus, c'est-à-dire que si le décalage est fait, et si t'as cassé la défense et qu'il est sous le panier, bah oui, tu lui donnes et il finit, ok, parce qu'il est grand et voilà, mais c'est pas lui qui va créer le décalage, qui va mettre la pression sur la défense de par la menace que lui aille au panier et plonge au panier vite. D'ailleurs, c'est pour ça que des joueurs comme le meilleur exemple, c'est Brandon Clark à Memphis, qui est un intérieur pas grand du tout, mais qui a cette technique et cette agressivité pour plonger au panier très, très agressivement et mettre cette pression-là au cercle de par cette verticalité, alors que il est pas si grand que ça. Un peu pareil d'ailleurs, Dwight Powell à Dallas, qui est un peu plus grand, mais qui est pas non plus des dimensions de Rudy Gobert ou quoi que ce soit. Et pourtant, lui aussi, une question de timing, une question d'agressivité, une question de dynamisme qui fait que ça met la pression au panier. Et je dis ça parce que certes, il peut y avoir du coaching, certes, on peut faire un peu des systèmes pour libérer des lay-ups avec des cuts ou des trucs comme ça. Donc ça peut jouer, en effet. Mais pour moi, ce qui m'inquiète un peu, ou ce qui me plaît pas trop pour l'instant, c'est qu'il manque ce profil, en fait. Il manque ce profil. Et tu vois, à l'inverse, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'intersaison des Lakers, c'est que eux, ils ont accumulé des profils intérieurs d'une diversité qui est assez dingue, parce que il y a Anthony Davis évidemment qui peut apporter cette verticalité. Ils ont signé Christian Wood pour certains match-ups où il va falloir jouer un peu le pick and pop. Ils ont Rui Hachimura aussi qui peut parfois, si tu as des mismatchs à attaquer au poste bas, il peut le faire contre des plus petits ou ce genre de choses. Il y a Jackson Hayes aussi pour cette verticalité. Anthony Davis, j'ai déjà dit, mais parfois si tu veux attaquer sur du post-up frontal face à l'intérieur, il peut le faire. Enfin bref, les Lakers sont allés chercher plein de petits profils comme ça pour finalement face à certains match-ups, tu peux utiliser cette carte, parce que selon les couvertures défensives, j'avoue que je trouve que ça manque un peu pour l'instant à Boston. Alors, ils ont encore des roster spots à combler. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont au moins des roster spots. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils peuvent aller chercher. J'ai vu que Nerlens Noel était libre, mais en termes de santé, comme disait Vincert sur Twitter, Nerlens Noel fait passer Rob Williams pour un Iron Man. Mais voilà, je trouve qu'il manque un peu ce profil-là, et c'est important parce que tu vois, c'est quelqu'un qui peut apporter une menace. Alors, pas Nerlens Noel, hein, le profil. Mais Rob Williams, par exemple, quand il plongeait au panier sur un pick and roll, oui, l'intérieur qui défend le pick and roll, il hésitait d'aller aider sur Marcus Smart, ou il hésitait d'aller aider sur Tatum, parce qu'il y avait la menace dans son dos de Rob Williams. Là, c'est vrai que si tu fais un pick and roll, tu n'auras plus que l'option pick and pop avec Al Horford ou avec Porzingis, et tu n'auras pas ce côté. Il y a quelqu'un dans le dos du défenseur qui peut mettre la pression et qui peut le faire hésiter, et qui du coup peut créer des opportunités de drive et un demi-décalage, une demi-seconde pour que Tatum monte au lay-up plus facilement, ou que Jaylen Brown monte au lay-up plus facilement. Donc voilà, je sais pas qui est-ce qu'ils peuvent aller chercher, honnêtement, parce qu'au niveau des salaires, c'est un peu compliqué en ce moment, et au niveau du budget salarial encore plus. Donc, mais pour l'instant, ça manque, en tout cas, je trouve. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu tenter Gabriel, qui était aux Lakers l'année dernière, qu'ils ont signé Keita aussi pour le training camp, et du coup ce qui leur reste, c'est aussi la trade exception de Grant pour aller chercher ça. Au moins le profil qui manque, il est identifié entre guillemets. C'est parfois tu sais pas ce qui te manque. Là au moins c'est à peu près clair. Bon, il te manque aussi sinon un créateur primaire, mais ça c'est pas possible d'aller en chercher un. Pas avec une trade exception, non. Pas avec 6 millions. Non, mais tu vois, avec 6 millions, je sais que je le cite tout le temps, mais 6 millions, tu peux aller chercher Nick Richards, peut-être. Si tu mets un tour de draft pour convaincre Charlotte, c'est un profil qui peut aller. C'est pas génial, mais bon, ça peut le faire, quoi. Ouais, ça fait partie des pivots qui sont sortis hier sur Twitter, qui pouvaient rentrer dans la trade exception. Il y avait Dwight Powell aussi, tu vois, que t'as cité. Mais sinon, t'arrives vite à soit des intérieurs avec un contrat rookie, donc Kessler, etc., soit des intérieurs que t'as juste pas envie de signer. Donc t'as Drummond, t'as Javal Magui, t'as Thompson, DeAndre Jordan. Donc soit des cas comme Drummond qui ont jamais été des rim runners et que c'est foutu, soit certains qui l'ont été comme Magui et Jordan, mais qui sont juste pas viables. Donc oui, je pense que ça va être va y avoir un tour de force à faire quelque part. Nick Richards semble ce qui est de mieux, mais c'est pas convaincu que Charlotte veuille le laisser pour des picks. Après, l'avantage c'est qu'on a cumulé beaucoup de second round picks
Donc, est-ce que ça va Oui. pouvoir réussir à trigger quelque chose? Il s'en vantait un petit peu, Brad Stevens, le lendemain de la draft et du transfert de Smart, etc., d'avoir réussi à récupérer tous ces pics parce qu'il disait que on avait eu la preuve la saison précédente, avec tous les trades qu'il y a eu qui ont cumulé énormément de second round. Donc, à voir ce qu'il va réussir à faire. Je pense qu'il est au courant, de toute façon, Brad Stevens, que ça manque et qu'il va essayer de chercher une solution. Oui, je lui ai dit, Et, ouais. Ouais. ouais, Il est au tu courant. lui as envoyé. Bon, Ouais, c'est ouais. parfait. Dans ce cas-là, je pense on est tout bon. Il y a pas de quoi s'inquiéter. Oh, je viens d'y penser. Il y a un intérieur qui est disponible. Son équipe voudra peut-être pas le garder. Rob Williams, peut-être. Ça peut être intéressant pour de la verticalité à Boston. Mais non, alors, il y a un autre problème. Enfin, un autre problème. Il y a une autre problématique aussi avec ce trade et avec l'intersaison en général, peut-être, je pense, on peut dire. C'est que il y a eu pas mal d'échanges et j'ai l'impression que la densité de l'effectif est quand même 1, 2 ou 3 tons en dessous de ce qu'elle était l'an dernier, où c'était vraiment la force de cet effectif, c'était une profondeur assez spectaculaire. Là, c'est vrai que je vois que certains sur Twitter argumentent que, comme tu disais tout à l'heure, le corps, mais en anglais, C-O-R-E, le noyau dur de l'équipe est assez intéressant et peut-être même mieux que l'an dernier. Je suis pas sûr, mais ça peut s'argumenter. Mais par contre, derrière, c'est vrai que c'est beaucoup plus court qu'avant, quoi. Parce qu'avant, t'avais du Derrick White qui sortait du banc, t'avais du Malcolm Brogdon qui sortait du banc, t'avais du Grant Williams qui sortait du banc. Là, moi, j'ai compté, donc Derrick White, Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum, Porzingis, Al Horford, donc ça fait 6, ok. Derrière, le 7e nom que j'ai marqué sur ma fiche, c'est Peyton Pritchard. Et... non, mais je dis pas ça pour rire, c'est effectivement, il y a Peyton Pritchard. Ensuite, t'as du Sam Hauser, que j'aime bien en plus, dans le rôle de shooter en sortie d'écran, pour ceux qui connaissent pas, Sam Hauser. Tu as le rookie Walsh aussi, qui est à la tête de Hitman, là, qui peut être aussi intéressant. Mais je sais pas toi quel est ton avis, mais j'ai l'impression que la densité et la profondeur de cet effectif est aussi très différente. C'est peut-être aussi une faiblesse à venir. Ouais, c'est une faiblesse qui m'inquiète et quand je vois un peu les insiders côté US qui disent oui, mais c'est pas ton banc qui fait gagner des titres, c'est ton corps de 6 joueurs. Moi, je le trouve pas forcément. Qui est champion en 2023, Azad? Oui, voilà, c'est ça, c'est Denver avec du coup pas forcément de banc, mais bon, ils ont Jokic, donc je trouve que c'est. Ah bah si, il y a une densité d'effectifs qui est folle à Denver en 2023. Et l'année d'avant, Golden State 2022, c'était pas mal aussi, quoi. Ouais, mais il y a pas le banc en lui-même, si tu veux, si t'enlèves Jokic, il a bien tourné par exemple pendant les finales qu'on avait regardé qu'on avait fait les reviews sur Twitch et tout. Le banc tournait bien, mais en saison régulière, le banc était très mauvais. En tout cas, quand Jokic était pas présent, c'était assez problématique. Mais même ce banc-là est quand même bien meilleur que celui que peut avoir les Celtics. Et en plus, t'as pas de profondeur et t'as un effectif qui est plus fragile. En fait, le top 6 qui est pas forcément meilleur qu'avant et qui est plus fragile. Et en plus, t'as moins de densité sur le banc. Donc, c'est pour ça un petit peu en début d'épisode que je disais que j'avais l'impression que en fait, on avait juste raccourci un petit peu la fenêtre de tir. Peut-être qu'on a un petit peu meilleure équipe. On a un meilleur 5, 6, on va dire 5-6 majeurs qui est un peu meilleur. Mais et encore c'est discutable, mais par contre le reste est vraiment moins bon et en plus sur tous les aspects. Ça veut dire que à l'intérieur t'as beaucoup moins de profondeur, sur les ailes t'as beaucoup moins de profondeur et à l'arrière pareil. Donc ça veut dire que t'as perdu partout et tu sais pas trop exactement, t'as même pas de hiérarchie un petit peu en tête. Donc bon, à voir si ce sera bénéfique et qu'on va avoir des bonnes surprises. Je parlais avec quelqu'un, je sais plus c'est quoi exactement son nom sur Twitter, je crois que c'est Pacers Talk, qui parlait de Brissett et qui était très positif sur lui. Alors que moi, je suis allé voir les chiffres d'efficacité, j'ai eu l'impression de voir Marcus Smart dans un mauvais jour, c'est vraiment catastrophique. Mais du coup, il parlait un petit peu de tout ce qu'il pouvait apporter aussi en termes de défense, en termes d'énergie, en termes même de passe et tout ça. Donc bon, je suis assez curieux, mais je suis pas convaincu non plus. Et ouais, c'est très vite limité. T'as des Lamar Stevens, donc ouais, t'as comme tu disais un petit peu en off, t'as tous les participants à la hipster team, aux différentes hipster teams que t'avais. Mais du coup, s'ils étaient dans ces équipes-là, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas été draftés et que ça reste quand même des joueurs qui demandent du développement ou qui arriveront pas à se développer, quoi. Donc, à voir ce que ça peut donner. Un peu des profils particuliers, même Bunton.
c'est un fric un petit peu physique, mais du coup, comment il va être utilisé, je sais pas. Il y a énormément de questions en fait sur le banc, et en plus, on sait même pas comment les minutes vont être distribuées. Donc, Joe Mazzulla va avoir un vrai travail l'année prochaine, et heureusement qu'ils sont allés chercher des assistants parce qu'il y a, il y a énormément de taf niveau coaching, que ce soit en termes tactiques et que ce soit en termes de management et de distribution des minutes, de comment ils vont être utilisés. Oui, en effet, les Boston Celtics 2024 sont sponsorisés par la All Hipster Team du Basket Lab, qui est une équipe que je fais tous les ans où j'essaie de faire des paris sur des joueurs un peu obscurs sous les radars. Mais oui, Lamar Stevens, je l'avais, Brissett, je l'avais, Delano Banton, je l'avais, et même Wayne Gabriel. Euh, mais effectivement, alors, je hochais à Brissett, moi, j'aimais bien. Mais le jump shot cale un peu tout de même. Mais par contre, si tu l'utilises non pas en jump shooter, mais un peu sur des cuts, un peu sur un peu des drives, de la transition, ça peut être sympa, mais on n'est pas sur un joueur de talent NBA évident, on va dire. Lamar Stevens, que j'adore aussi pour la défense, mais c'est un peu pareil, c'est pas évident. Bonton, il est grand, mais il est pas vraiment athlétique, et le reste des skills non plus. Voilà, c'est quand même un peu compliqué. Wayne Gabriel, j'aime bien. J'ai toujours beaucoup aimé d'ailleurs depuis Kentucky, Gabriel. Je pense que lui, ça peut être un vrai joueur de rotation défensive. Gabriel, après, à voir à quel point est-ce que l'attaque peut être intéressante ou pas, mais je pense que là-dessus, si je dois en relever deux, c'est Lamar Stevens et Gabriel, mais qui ne sont pas encore définitivement dans le roster, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais en effet, c'est là-dessus où c'est un peu dommage, parce que en parlant de cette densité, on est un peu obligé d'en parler, mais question de timing, hein, comme on dit, question de timing, autant le trade de Jrue Holiday dans la temporalité telle qu'elle est après avoir perdu Smart, ça a du sens. Autant le trade de Grant Williams, c'est vrai que tu te dis, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que, quitte à savoir qu'on faisait ça, Ouais. on aurait peut-être pu payer pour dépasser le salary cap et signer Grant Williams, parce que Grant Williams, drafté par Boston, donc tu as le droit de dépasser le salary cap pour le prolonger. Effectivement, il aurait fait du bien là-dedans, hein, Grant Williams, en tant que 7e homme. Mais c'est vrai que du reste, c'est un peu court, donc faudra être créatif, faudra arriver à faire émerger des joueurs, mais la rotation ne m'a pas l'air évidente. Je pense que, comme j'ai dit, hein, on a les 6 principaux. Pritchard, du coup, va y être, je pense aussi. Sam Hauser, évidemment, peut-être enfin avec plus de temps de jeu. Sam Hauser, qui est un shooter en sortie d'écran. Et Walsh, est-ce que tu connais un peu Walsh ou pas trop? J'ai pas beaucoup scouté, mais j'ai lu beaucoup ce que les collègues du trèfle ont pu dire sur lui. C'est surtout défensivement qui va être utilisé dans tous les cas, D'accord. et offensivement peu de création. Il a un shoot qui est en développement, donc je pense que au niveau du shoot, on va un peu revivre ce qu'on avait pu voir avec Marcus Smart, je pense, où il les prend. On a vu en Summer League qu'il allait prendre ses shoots et qu'il allait chercher des situations de shoot via du off-ball, mais c'est pas un taux de réussite qui est incroyable. Donc il y a beaucoup de positifs en défense, énormément de positifs en défense, Ouais. et je pense qu'ils vont le tester. Et je pense que c'était le joueur qui visait à la draft, et donc je pense qu'il y a une vraie volonté de voir ce que ça peut donner derrière, tu vois, d'accompagner un des deux Jays sur certaines minutes à l'aile. Et en fait, je pense qu'ils vont le tester. Ils vont tester aussi, du coup, Stevens un petit peu sur le même genre de configuration. Et en fait, je pense qu'ils vont chercher à l'aile. C'est le 3e ou 4e gars qui va permettre aux Jay de pas jouer 40 minutes, parce que déjà l'année dernière, ils étaient sur des gros temps de jeu. Et c'est sûrement reparti pour être encore pareil cette année. Et du coup, il va falloir chercher le 4e à côté de Sam Hauser, qui va pouvoir prendre des minutes. Moi, tu vois, entre Stevens, Brissett et Walsh, je sais pas trop. Peut-être même Walsh a un potentiel à jouer par sa défense et sa capacité à aller chercher des situations en catch and shoot, et s'ils veulent l'utiliser comme ça. Est-ce que tu connais, est-ce que vous avez des two-way dans l'effectif ou pas? Je saurais pas te dire. Je sais juste qu'il nous faut, qu'on a encore 2 personnes à signer au minimum. Donc, D'accord, ok. dans tous les cas, avant même des two-way, il nous manque même des joueurs simplement dans l'effectif. Et donc, à voir comment ça va se passer. Mais les contrats sont pas garantis pour Stevens, c'est sûr. Pour Keita non plus, pour Gabriel non plus. Je crois qu'il y a Brissett qui doit être garanti, mais même ça, je suis pas sûr. D'accord.
Bon, après, là, je vois que Will Barton est disponible sur le marché. Bismack Biyombo, d'ailleurs, pour faire le troisième intérieur, bon, ça peut le faire. Sterling Brown, Michael Carter-Williams, Kennedy Chandler, il a été coupé, Kennedy Chandler? Peut-être, ou alors c'est le site qui dit n'importe quoi, je ne sais pas. Non, mais effectivement... Reggie Bullock aussi, du coup. Reggie Bullock, il a été coupé par San Antonio, tu me dis? Ouais, de ce que j'ai compris, oui. Ouais. Vous avez toujours pas re-signé Blake Griffin, d'ailleurs. Non. Bon, bref, donc des options un peu limitées. Bon, c'est vrai que si on devait un peu dire la nuance de cet échange, c'est ça, c'est que du coup, tu continues un peu à affaiblir la densité de l'effectif et que, effectivement, on est à l'opposé de ce qu'on avait pu être l'an dernier. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter sur ce trade-là côté Boston? Tu me dis, est-ce qu'on a tout dit? Bah, juste pour finir là-dessus, après, je me dis qu'il faut quand même aussi se rendre compte qu'on a bouffé du caviar l'année dernière et qu'on était un peu les seuls comme ça. En fait, c'est un peu ce que je me suis dit aussi. L'année dernière, on avait un effectif super profond, super talentueux sur lequel tu pouvais te reposer et bon, t'as quand même tu tombes contre une équipe contre le 8 qui tire à 40% à 3 points et au final, bah, tu peux avoir 8 mecs qui sont super talentueux. Parfois, ça suffit pas. Donc, je pense qu'on a aussi beaucoup, on a quand même bien bouffé du caviar. Et on en parlait avec les gars de QI quand je me plaignais hier soir un peu de la tronche de l'équipe, qui disait qu'il fallait quand même redescendre un peu sur terre et qu'en fait, toutes les équipes étaient un peu aussi affaiblies en termes de profondeur avec la nouvelle forme du CBA. Et qu'en fait, peut-être que de manière, en fait, en prenant un peu du recul et en regardant pas juste Boston 2022 à 2023, comment ça a changé, mais en regardant la ligue dans son ensemble, est-ce que c'est vraiment si peu profond que ça? Je sais pas. Mais du coup, juste pour un petit peu peut-être me rassurer ou rassurer peut-être les autres fans de Boston ou voilà, pour se dire qu'aussi on a quand même bien bouffé du caviar et que ça a même ça a pas suffi au final pour gagner un titre. En fait, un petit peu comme en 2019, pour moi, on avait largement la meilleure équipe l'année dernière en termes de talent. Et pour moi, l'année dernière, on devait gagner, enfin, c'était quasiment pas obligatoire, mais en tout cas, si c'était pas un titre, c'était une déception. Au final, ça va même pas en finale. Donc, clairement, au final, il y a les effectifs parfaits, ça n'existe pas. Et il est moins parfait que celui de l'année dernière, mais peut-être que c'est plus adapté à ce qu'on va avoir besoin et ce qui va nous faire passer, entre guillemets, le cap pour arriver au titre. Donc, à voir. Faut aussi un petit peu, peut-être prendre du recul et quand même, juste apprécier la qualité de l'effectif comparé à ce qui se fait à l'Est. Et quand tu regardes à l'Est aussi la tronche, par exemple, de l'effectif des Bucks, qu'un top 3 vraiment, enfin top 4, ça dépend comment on met Chris Middleton maintenant, mais qu'il y a 4 joueurs qui sont vraiment forts, le reste ça dégringole très vite, alors que du côté de Boston par exemple, c'est plutôt au niveau du 6e joueur que ça commence à dégringoler en termes de talent, donc rien que par rapport à ça, il y a quand même des choses positives. Disons que effectivement, par exemple le fait l'an dernier d'avoir et Marcus Smart et Derrick White et Malcolm Brogdon, c'est vrai que c'était plutôt ça l'anomalie que la norme. Effectivement, il faut s'en rendre compte et voilà, la densité d'effectifs l'an dernier était assez exceptionnelle et parce que justement, tu avais réussi à avoir Brogdon contre pas grand-chose, hein, Aaron Smith, je crois, et Daniel Theis, si je dis pas de bêtises. Tu avais du Grant Williams qui était sous contrat rookie, mais parce que tu avais bien drafté, et donc le joueur était bien meilleur que son contrat. Tu avais bien drafté aussi avec Rob Williams. Enfin bref, tu avais aussi un cycle, et comme tu dis, en un certain sens, la profondeur de l'an dernier était un peu une anomalie. La norme, c'est pas d'avoir et Marcus Smart et Derrick White et Malcolm Brogdon. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que il y a aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais il y a forcément eu la re-signature de Jaylen Brown cet été qui était un peu obligé parce que tu pouvais pas, soit tu l'échangeais avant, mais tu pouvais pas ne pas le re-signer en fait. Donc, on parlait aussi de temporalité au début. Il faudra voir aussi peut-être et juger cette intersaison peut-être à plus grande échelle et dans le futur d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans. Voilà, pour l'instant on a aussi ce gros contrat qu'on a dû signer, il y aura aussi celui de Tatum aussi à signer. Forcément plus les contrats augmentent, plus la marge de manœuvre va être compliquée, mais voilà, tu vois, une des pistes de réflexion, enfin une des pistes de pourquoi est-ce que l'effectif était aussi bon, parce que l'équipe avait bien drafté en fait.
Ouais. Et là, on a aussi des jeunes joueurs à voir, parce que si ça se trouve, Sam Hauser va être un peu une révélation et faire une saison, il peut encaisser à 28 minutes ou 30 minutes par match en sortie de banc, ou un peu avec les deux, shooter de haut niveau, etc. Peut-être que Walsh aussi va se révéler d'un coup. Voilà, t'as peut-être des surprises comme ça, mais ça n'a pas l'air évident, en tout cas. Mais donc voilà pour Boston. Et puis peut-être aussi 2 mots sur Portland, si tu veux bien. Est-ce que si je dis que de leur côté, Rob Williams et Brogdon, finalement, c'est pas forcément pour les avoir à long terme, est-ce que c'est un peu juste? Brogdon, c'est sûr. Robert Williams, j'ai lu ça un peu de partout qu'il allait être rééchangé direct. Et je sais pas si c'est pas quand même une bonne chose à avoir, peut-être en backup, voir s'il continue à être beaucoup blessé ou pas. Peut-être qu'il y aura plus de temporisation sur la volonté de retrader Robert Williams comparé à Brogdon, où j'imagine qu'ils vont refourguer aux Clippers. Peut-être que les Clippers ils voudront accepter le trade cette fois. Donc voilà, peut-être Brogdon, je suis convaincu qu'il va se refaire bouger. Robert Williams, je me pose la question avec un contrat de si bonne qualité. Après, à voir sinon ce qu'on leur propose aussi, parce que du coup, ça dépend de l'offre que tu reçois. Mais c'est vrai que le contrat de Robert Williams est tellement qualitatif que si tu peux recevoir des offres très sympas si tu as envie de continuer à récupérer des assets. Donc ça dépendra aussi des offres qu'ils recevront, je pense. Est-ce que le fait que justement ils aient déclaré vouloir le garder, ça te met pas la puce à l'oreille qu'ils vont l'échanger, et que c'est pas une manière de de préparer le terrain ou de faire monter les enchères? Parce que je sais pas toi, mais moi j'ai pas entendu Portland dire non mais on a échangé pour Ayton, mais on va le garder, hein. Moi j'ai pas entendu ça. Parce qu'il n'y avait pas besoin de le préciser. Donc je sais pas, moi je me dis, vu que justement on a vu que Portland depuis mi-juillet était en train de négocier avec Phoenix pour absolument avoir DeAndre Ayton, a priori voilà, je pense pas que tu puisses faire jouer les deux ensemble. Peut-être que ça sera une rotation pour quelques mois, le temps de trouver un preneur pour Rob Williams, mais moi j'ai l'impression que tout de même on va essayer de refourguer Rob Williams, qui a un excellent contrat, et que ça pourra peut-être même permettre d'accumuler des assets supplémentaires. Brogdon, c'est un peu pareil, effectivement, je pense aussi. Bon, ça va pas se faire forcément demain, hein, peut-être pas, sinon on refera un autre podcast d'urgence, mais en effet je pense que il y a un aspect à retenir, c'est qu'on est, on est dans la continuité de cet échange de Lillard, en fait, et que on est encore une fois dans ce truc de le trade de Lillard n'est toujours pas fini, et il continue. La contrepartie continue de grandir, puisqu'on en est donc DeAndre Ayton, Rob Williams et Brogdon qui vont peut-être ensuite être échangés. 3 choix du premier tour, on en est à 3 maintenant, dont 2 non protégés, hein, de la part de Milwaukee et Boston. Lointain, mais justement c'est peut-être ça qui peut être intéressant, c'est que dans quelques années on ne sait pas s'ils seront bons ou pas, on ne sait pas si leurs stars seront toujours là ou pas. Donc 3 vrais choix du premier tour futur, plus 2 swaps, ce qui fait donc 5 picks en tout, ce qui, pour vous dire, est l'équivalent de Mitchell, par exemple. Le trade de Donovan Mitchell, c'était pareil, 3 choix du premier tour plus 2 swaps. Sauf que là, il reste encore Brogdon à échanger et Rob Williams à échanger. Et tu vois, ça me choquerait pas du tout si à la trade deadline, t'arrivais à avoir un choix du premier tour pour Brogdon, de la part des Clippers, par exemple, ou de la part de n'importe qui, et que Rob Williams, encore une fois, ouais, le contrat, il est à quoi? Il est autour des 12 millions pour quelqu'un qui, s'il est en forme et s'il fait une première partie de saison où il est pas blessé, ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, peut largement intéresser des OKC, des Dallas, des Sacramento pour l'apport et défense et verticalité. Donc, bon, je sais que beaucoup de gens critiquent Joe Cronin, qui est sans doute critiquable sous bien des aspects. Mais honnêtement, la contrepartie pour Lillard continue de grandir. Ouais. Franchement, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu. En plus, c'est la situation d'extérieur, c'est un trade qui est demandé avec une situation qui prend du temps. Plus on avançait dans le temps, plus on avait l'impression que ça allait être mauvais pour Portland. Et au final, une fois qu'il a déclenché un petit peu les dominos, et ben ça tombe plutôt bien de leur côté. Et non, moi je trouve que c'est du bon taf. Ça permet vraiment de libérer la place pour les jeunes qu'ils ont déjà draftés, qu'ils ont déjà dans l'effectif, tout en s'assurant des assets et du talent. Donc non, moi je trouve qu'il y a une bonne, enfin pour moi c'est logique ce qu'il fait et je trouve ça vraiment qualitatif. Et après le problème c'est qu'on n'est pas au courant des autres offres qu'il y a pu avoir et
En fait, on est au courant de ce qu'il a fait, mais on n'est pas au courant de ce qu'il a pas fait, entre guillemets. Mais d'un autre côté, quand on voit ce qu'il fait et ce qu'il reçoit pour l'instant comme asset, et en plus, il continue à déconstruire pour se redonner de la marge et pouvoir réenchaîner. Donc là, il peut même garder Brogdon et Robert Williams et attendre un peu avant de récupérer des assets. Donc il est maître un petit peu des enchères et de comment ça, du flux, en fait, d'assets et de à quel moment ça arrive et pourquoi. Donc non, moi je trouve qu'ils sont, pour une équipe qui a été forcée à trade, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. Oui, effectivement, tu vois, on parlait dans le podcast avec Baptiste il y a 2-3 jours sur le trade de Lillard, on disait maintenant il y a le package déjà qu'ils ont eu, mais en plus maintenant il va pouvoir y avoir des enchères sur Jrue Holiday et peut-être même avoir 1 ou 2 choix de draft. Effectivement, ils ont eu ça. Il y a eu enchères, sans doute, qu'ils ont eu ça. Ils n'ont pas eu un ou deux, ils ont eu 2 choix du premier tour de la part de Boston, plus Robert Williams, plus Brogdon, qui eux-mêmes pourront apporter des assets. Donc effectivement, enchères il y a eu, et package qui continue de grossir, on le voit. Mais ouais, je serais assez curieux. Ça m'étonnerait que Brogdon finisse l'année là. Rob Williams peut-être, mais voilà. Plutôt pas mal. Et comme j'ai vu aussi pas mal de gens qui disent mais enfin Portland se met enfin à construire une belle équipe ou à gagner des trades, ce qu'ils n'ont jamais fait sous Damian Lillard. Et j'ai aussi envie de dire, mais en même temps, c'est normal. Là, c'est la partie facile. C'est plus facile d'obtenir de bons atouts quand tu échanges Lillard que quand tu dois échanger des assets beaucoup moins intéressants, quoi. Donc c'est normal que en ce moment Portland gagne les trades. C'est un peu facile. Ils ont aucun enjeu sportif à respecter. Ils ont un gros truc à vendre. Et ils n'arrêtent pas de le vendre de manière continue. Donc voilà, à surveiller d'un coin de l'œil, parce que Robert Williams comme Brogdon, pour moi, peuvent être aussi des acteurs des playoffs dans d'autres équipes. Ça me paraît pas fou. Ouais. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de cet échange-là. Donc je crois qu'on va se retrouver du coup d'ici 2-3 jours de manière imprévue pour le prochain podcast quand James Harden sera à Miami. Mais en tout cas, merci beaucoup Azad d'être passé sur le Basket Lab pour en discuter. Et avec plaisir, c'est parfait pour me remettre un peu dans le bain en retour de vacances. On reprend les bonnes habitudes, c'est tip top. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et évidemment, même si c'est vrai que j'entends la critique, ou en tout cas je l'anticipe plutôt, j'anticipe la critique que on est sans doute un peu plus bas que la moyenne avec Azad sur le cas de Jrue Holiday. J'entends que c'est pas forcément la norme et qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui sont plus hauts. On essaiera d'avoir d'autres sons de cloche peut-être par la suite. Bon, il se trouve que sur ce podcast-là, on était d'accord, donc on n'a pas pu apporter Azad n'a pas pu apporter de contradiction, on était un peu d'accord. Mais en effet, on est quand même, je pense, sur un transfert, je dirais pas majeur, mais qui a cette double valeur d'apporter un très bon joueur aux Boston Celtics, à défaut d'être un joueur parfait, mais d'apporter un très bon joueur à Boston tout en privant des concurrents directs d'avoir Jrue Holiday. Et donc c'est là où le coup double de Brad Stevens est d'autant plus intéressant, c'est que non seulement lui récolte Jrue Holiday, mais en plus il prive les Sixers, il prive Miami, notamment pour les concurrents à l'Est, il prive ces équipes-là de se renforcer avec Jrue Holiday. Donc vraiment, excellent coup, je trouve, personnellement, à propos de Jrue Holiday. Je répète une nouvelle fois, vous pouvez trouver sur le flux secondaire un extrait où l'on discute de la tactique de Boston encore plus en détail, donc le Basket Lab extrait, lien dans la description. Et puis, si vous êtes encore plus intéressé par le profil de Jrue Holiday, nous avons traité son cas dans notre top 100. Notre top 100 qui se nomme la syllabe, et donc l'épisode avec Jrue Holiday est déjà passé. On a pu discuter de son cas pendant une quinzaine de minutes. Donc, également, je vous renvoie vers cet épisode-là, épisode 153 du Basket Lab. Et donc, je sais pas. Je ne sais pas quoi faire pour la prochaine fois. On est un peu pris par l'actualité. Je pense que la prochaine fois, on va se retrouver pour, justement, la suite de notre top 100, puisqu'il faudrait quand même le terminer. Donc, la prochaine fois, probablement, on va se retrouver pour un nouveau numéro de notre top 100. On se garde le baseball peut-être pour plus tard. On se garde notre saga de Crossover pour plus tard. Il y a moins d'urgence sur cette série-là. Et sinon, si ce n'est pas notre top 100, ce sera peut-être un épisode pour, donc, comme je disais, James Harden à Miami, ou alors James Harden à Portland, et Malcolm Brogdon aux Sixers, je ne sais pas. Mais voilà, a priori, la prochaine fois,
13e numéro de La Syllabe. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.